Argent, temps et pas à tout. Miguel Bassol. Dans la cause du désir 201 et 3/3, numéro 85, page 14 à 21. Article. Plan. Auteur. Sur un sujet proche. Fil-bas download téléchargé. Un nom connaît la fonction de l'argent comme équivalent général, par lequel on peut échanger tous les objets sur le marché. C'est à partir de l'opération fondatrice par laquelle on écarte du circuit d'échange un objet l'objet or à l'origine, pour l'élever à la dignité d'équivalent général, que tous les autres objets peuvent rencontrer leur valeur d'échange sur le marché, au-delà de leur valeur d'usage. Le prix d'un objet sur le marché est donc fondé par convention. Dans cette perspective, le fameux « Everyman HAS Price » n'est que la version socialisée de l'objectivation selon laquelle « Everything HAS Price ». Tous les objets ont un prix. Tous les objets. Tout, trouvent à se fonder, comme nous le verrons, dans un pas tout, d'abord parce qu'un objet l'objet aura été exclu du circuit par son instauration comme équivalent général, rendant la constitution de ce tout impossible dans le monde des objets, mais aussi et surtout parce que cet objet viendra à la place d'une incomplétude structurale, d'un pas tout qui affecte sa valeur et qui rend inconsistante toute équation possible de cette équivalence. 2. En effet, on peut acquérir un objet en payant son prix fixé par rapport à l'équivalent général sur le marché, mais on ne peut pas acquérir de façon équivalente la jouissance de cet objet dans la même opération. Autrement dit, on doit toujours et encore conquérir la valeur de jouissance de ce qu'on pense avoir acquis par sa valeur d'échange. Et c'est dans cette non-équivalence entre valeur d'usage et valeur d'échange, dans le reste de cette opération symbolique, que se fonde non seulement la valeur de jouissance de l'objet dans le fantasme du sujet, mais aussi l'usage analytique de l'argent comme un signifiant le plus annihilant qui soit de toute signification. 1. Lacan J, le séminaire sur la lettre volée, écrit, et son usage comme objet lui-même. Valeur de transfert. 3. La psychanalyse a trouvé le paradigme de cette non-équivalence entre valeur d'échange et valeur d'usage dans le rapport du sujet au savoir et d'abord au savoir inconscient tel qu'il est établi dans le transfert. 4. Voici comment Jacques Lacan abordait la valeur et la signification de cette non-équivalence dans son séminaire encore. Le sujet résulte de ce qu'ils doivent être appris, ce savoir, et même mis à prix, c'est-à-dire que c'est son coût qu'il évalue, non pas comme d'échange, mais comme d'usage. Le savoir vaut juste autant qu'il coûte, beaucoup, de ce qu'il faille y mettre de sa peau, de ce qu'il soit difficile de quoi? Moins de l'acquérir que d'en jouir. 2. Lacan J, le séminaire, livre XX, encore, Paris, Seuil, 1 1975. Le prix du savoir qui nous importe dans le transfert ne peut donc pas être évalué à partir d'une valeur d'échange établie par une convention mais à partir de sa valeur d'usage, une valeur qui est toujours élevée pour le sujet, et ce, dans la mesure où ce savoir coûte toujours beaucoup, dans la mesure encore où le sujet doit y mettre de sa peau, ce qui évoque aussi bien la castration, et même, la livre de chair que paie la vie pour en faire le signifiant des signifiants. 3. Lacan J, la direction de la cure et les principes de son. En effet, acquérir un savoir dans le registre de sa valeur d'échange n'assure pas le sujet de pouvoir en jouir dans le registre de sa valeur d'usage. Il n'y a pour ainsi dire pas de transfert de sa valeur d'échange à sa valeur d'usage ni d'ailleurs de sa valeur d'usage à sa valeur d'échange, mais un reste fécond de ce transfert où réside en fait l'acquisition d'un savoir dans la jouissance de son exercice, car la fondation d'un savoir est que la jouissance de son exercice est la même que celle de son acquisition. 4. Ibid. 5. En ce sens, Lacan précise de façon beaucoup plus sûre ce que Marx avait déjà établi en conceptualisant la différence et le rapport entre valeur d'usage et valeur d'échange. Chez Marx, la valeur d'usage ne faisait fonction que d'un point idéal par rapport à la valeur d'échange où se résumerait enfin la signification de tout le circuit d'équivalence et de substitution.
L'introduction par Lacan du registre de la jouissance dans ce circuit met en question cette fonction unique que l'argent y aurait comme équivalent général pour mettre au premier plan cet appris qui ne repose pas sur l'échange. 5. Lacan J, le séminaire, livre XX, encore, aussi, p. 89. Et qui fait de la jouissance de l'objet et de l'argent lui-même le prix de son acquisition. 6. Nous rencontrons dans la fonction de l'argent comme équivalent général le même paradoxe que nous pouvons repérer dans la fonction du signifiant du phallus comme équivalent général des objets cause du désir pour un sujet. Le signifiant du phallus ne peut pas lui non plus symboliser le tout de l'objet cause. C'est dans le reste qui se situe hors de cette équivalence que se fonde la valeur d'usage, c'est-à-dire la valeur de jouissance de l'objet. Découvrir Kern Pro 7. Il convient donc de passer d'une logique des équivalences entre identités déjà établies dans un tout à une logique du pas tout où rien n'est équivalent à rien. On pourra se référer sur ce point au travail, pionnier dans notre champ, de Pierre Martin, Argent et psychanalyse, où l'on peut notamment lire ceci, car, dans le circuit des marchandises et dans leur échange, s'il est question d'équivalence, c'est après avoir admis ce postulat que le terme excluait toute question sur l'identité. Cette exclusion est celle du sujet et implique celle du désir. Par contre, dans l'expérience analytique, rien n'est équivalent à rien, aucune chose n'est équivalente à une autre, un est différent de un, et il n'y a pas de signifiant d'une identité absolue non plus que du sujet. 6. Martin P. Argent et psychanalyse, Paris, Navarin, 1984, p. Le prix de la fiancée. 8. Ainsi, l'équivalent général argent ou signifiant du phallus ne pourra jamais comptabiliser, symboliser tout l'objet dans sa valeur de jouissance pour un sujet. La fameuse égalité symbolique dégagée par Freud dans son texte sur l'érotisme anal, pénis égale enfant égale excrément égale cadeau égale argent. 7. Confère. Freud sur les transpositions de pulsion trouve sa limite dans le continent noir de la féminité, soit dans la présence de la jouissance féminine supposée comme préalable à cette égalité. Introduire la différence asymétrique et non réciproque de la sexuation que la psychanalyse a découverte dans le champ de la jouissance, permet de dire Tchou, Everyman HASHIS Price, sans entrer en conflit avec la logique du tout, ni avec la morale qui en a même fait une valeur de civilisation, au sens où la valeur mercantile règne dans la signification phallique de la réalité. Mais soutenir que Every Woman HASR Price introduirait une dissonance indiquant déjà que cette affirmation ne peut être mise en balance avec l'autre, puisque nulle symétrie ou réciprocité n'est ici possible. Si la première renvoie au prix que l'on pourrait toujours fixer à la jouissance recherchée par un sujet dans sa vie, la deuxième évoque tout de suite l'objectivation qui fait de ce sujet un objet proposé à la jouissance d'un autre. Il sera toujours plus difficile de la faire accepter par la morale mercantile, sinon comme un mal mineur considéré comme étant hors du circuit de son commerce normalisé. 9. Il faudrait, en effet, compter toutes les femmes pour arriver à soutenir cette affirmation de façon consistante, et on sait l'impossibilité logique à laquelle on se confronte dans ce cas, considérées une par une, on ne pourra jamais les faire toutes. L'enseignement de Lacan a fait de cette impossibilité un point tournant pour introduire le pas-tout de la jouissance du côté féminin, au-delà du champ de la jouissance phallique où règne elle, exigence de l'un, une exigence qui sort en fait du champ de l'autre et de elle, exigence de l'infinitude. 8. Les termes sont repris du premier chapitre du séminaire. 10. On peut rencontrer la même disjonction entre l'exigence de l'un introduite par l'argent comme équivalent général et l'exigence de l'infinitude que la valeur de jouissance rend toujours présente de façon irréductible. Plus encore, à suivre la logique que Lacan dégage du champ de la jouissance, rien ne tiendrait de ce tout introduit par l'équivalent général sans le pas-tout de la jouissance non phallique, féminine, si la femme n'était pas toute, si dans son corps, elle n'était pas toute comme être sexuée, de tout cela la fonction de l'un rien ne tiendrait. 9. Ibid. Autrement dit, la fonction d'équivalent général que l'argent accomplit dans la réalité ne se soutient que du pas-tout que la jouissance féminine fait exister comme autre dans cette réalité.
11c est ce que l'anthropologie a pu aborder dans un mythe sur l'origine de l'argent, prenant la figure du prix de la fiancée. On peut suivre les significations de ce mythe, par exemple, dans les travaux classiques de Horst Kourniski 10. Confère. Kourniski H. Triebstructure des Gelds. Ein Betrag zur, toujours émaillé de références à la psychanalyse. C'est un mythe, comme celui de l'Oedipe, qui essaie de donner forme à ce qui ne peut pas être symbolisé de la jouissance, ici dans la fonction de l'argent comme équivalent général. L'origine de l'argent constituerait toujours un sacrifice et impliquerait la perte d'un objet comme paiement pour accéder à une femme suivant les lois de la parenté. Prédécesseur de la valeur d'échange, le prix de la fiancée incarne déjà dans l'époque la plus ancienne de la reproduction humaine le rapport naturel dans la médiation sociale. Il est vraisemblable que les témoignages préhistoriques ne soient pas des sacrifices en rapport direct avec le prix de la fiancée mais avec le fait de la sépulture et dans un rapport aux cérémonies dédiées aux morts. Mais on rencontre aussi dans ces cas la fonction du sacrifice avec le même rapport naturel qui s'exprime dans le prix de la fiancée. Le prix de la fiancée comme sacrifice, expression du renoncement à l'inceste, au commerce sexuel avec la mère, la sœur ou les filles charnelles donc au commerce sexuel hors règle, facilite en même temps une sublimation de la pulsion qui s'adresse à la nature extérieure qui fait l'entourage de la société. 11. Ibid, p. 130. L'origine de la fonction de l'argent aurait ainsi son point de départ dans le sacrifice exigé du rapport libidinal avec la femme qu'on échange dans les rapports de parenté. C'est ce qui donnerait la structure pulsionnelle de l'argent, une structure fondée dans le sacrifice comme l'envers du dos 12. Notre collègue Germán Garcia l'avait aussi indiqué dans son 12. Cette conception déplacerait d'un peu mais cet un peu fait une grande différence dans l'ouverture progressive de l'angle de perspective, la signification anale qu'on trouve d'habitude dans le rapport libidinal à l'argent. C'est également là l'occasion de revoir la fonction de l'argent dans l'analyse au-delà de l'équation symbolique organisée par la fonction phallique et de considérer cette fonction dans la perspective de la logique du pas à tout. C'est une perspective que l'on peut appliquer aussi à l'autre grand thème classique du setting analytique, où l'orientation lacanienne a introduit des différences radicales, notamment concernant le maniement du temps. Temps et argent. 13. Voici en effet les deux variables qui ont été standardisées dans le setting analytique. Leur équivalence va de pair avec la fixité à laquelle on avait voulu réduire leur usage jusqu'à l'enseignement de Lacan qui a montré leur fonction fondamentale dans la tâche même de l'interprétation analytique. L'orientation lacanienne, sans standard mais non sans principe, nous montre la valeur de l'usage non fixe de ces deux variables dans la mesure où l'on ne peut pas fixer d'équivalence entre elles. 14. Time is money, la maxime de Benjamin Franklin qui a condensé tout un mode de vie établit une identité qui se fonde dans la quantification, dans l'introduction de l'incomptable qui règne dans le monde de l'évaluation financière. Rien n'échapperait au pouvoir du signifiant maître de l'argent dans ses effets d'annihilation de toutes les significations. La comptabilité du temps suit ainsi l'empire de la mesure, une quantification de la vie qui introduit pour tout objet son équivalent général dans l'argent. Il n'y aurait plus d'opposition possible à ce règne au nom de supposées valeurs spirituelles. Tel que l'a remarqué Jacques-Alain Miller, l'argent, l'équivalent symbolique universel, ça n'est qu'une forme, une réalisation du signifiant maître comptable. 13. Miller J.A., l'orientation lacanienne. Forum d'Essays. La quantification du temps et son équivalence monétaire sont devenus ainsi une forme moderne de sacralisation de l'un. De plus en plus, le temps même devient une valeur d'échange jusqu'au point d'en faire un objet primordial de gestion. 14. À Barcelone, comme ailleurs, ont été créées des banques de. La proposition de faire du temps un équivalent général va de pair avec la proposition de faire du temps même un objet de jouissance. Jouir du temps, bien gérer le temps nommé, libre, voici la consigne du discours de l'un pour ordonner la jouissance comme un tout.
Dans cette perspective, l'usage du temps et de l'argent comme variable non fixe dans le dispositif analytique implique un usage du signifiant maître qui décomplète ce tout pour faire apparaître leur valeur libidinale, et cela en montrant l'impossibilité réelle de toute équivalence possible entre ces deux variables. 3 fonctions de l'argent dans l'analyse. 15. Énumérons donc pour conclure 3 fonctions de l'argent dans l'analyse. 161. Il y a d'abord une fonction de l'argent comme signifiant qui fait limite dans le transfert. C'est une limite à la demande d'amour quand elle suit la logique de l'impératif du surmoi, l'impératif d'avoir ou d'en faire toujours, un peu plus. 15. 15. Un proverbe dans la langue catalane le dit ainsi, el que no. C'est d'ailleurs l'un des enseignements que nous avons pu tirer de l'expérience des CEPCT où la variable argent a été supprimée par rapport au dispositif analytique. J.A. Miller a pu le faire remarquer de la façon suivante, or l'argent, ce n'est pas seulement le fric, comme disait Lacan, destiné à subvenir aux besoins de l'intéressé et de sa famille, c'est encore un élément qui a la propriété de tuer toutes les significations et qui opère par lui-même une action de limite. Le toujours plus, que j'ai noté tout à l'heure, est évidemment articulé à, cette fois-ci, non pas l'acquisition de l'argent, mais à l'abîme que sa disparition entraîne, cet appel sans limite d'une demande à laquelle on ne sait pas se soustraire. 16. 16. Miller J.A., l'orientation lacanienne. Chose de finesse En effet, le pouvoir de l'argent comme signifiant qui peut annihiler toutes les significations s'égale ici au pouvoir de l'autre signifiant maître dans l'expérience temporelle qui est la mort, l'envers du signifiant phallique qui ordonne toutes les significations. En ce sens, l'argent, comme le temps, ont une fonction de limite à la demande et à la jouissance du surmoi et de ses impératifs. L'abîme que la disparition de cette limite entraîne montre le lien étroit de l'argent avec les divers bords pulsionnels, oral, anal, et ceux liés à la voix et au regard. Disons que cette fonction de l'argent se joue, comme celle du temps logique dans le transfert, dans la limite que fait le symbolique à l'imaginaire et au réel de la jouissance. 172. Il y a aussi la fonction de l'argent comme un objet de don et de sacrifice. On paye dans l'analyse le don d'un savoir avec un sacrifice, une perte de jouissance. Mais l'accès à ce savoir ne s'obtient de plus qu'avec la jouissance de son exercice. Il s'agit ici de l'argent comme don symbolique, une fonction que Lacan avait déjà remarquée à propos du cas freudien de l'homme au loup, où cette fonction avait été justement renversée lorsque Freud avait décidé de subventionner le sujet aux fins du progrès du discours analytique. Il faut souligner que ce qui se passe entre le sujet et l'analyste est du registre du don de parole, le don d'argent n'est pas une pure et simple rétribution, le mot d'honoraire en témoigne au reste. 17. 17. Lacan J. L'homme au loup, séminaire inédit, 1952 à 1953. Lacan propose de le comparer justement aux prestations des primitifs qui sacralisent les objets, le don qu'on fait à l'autre comme garant de cette parole pour s'assurer qu'il ne l'échangera pas, qu'il continuera à en prendre soin. La fonction, honoraire, de l'argent comme objet de don vient ici à la place d'une garantie impossible de l'autre de l'amour. 183. Il y a enfin la fonction de l'argent comme signe d'une non-équivalence, comme signe du non-rapport et d'un pas tout objet entre dans l'équation de l'équivalent général, fût-il le phallus, l'argent ou le temps même comme unité comptable. C'est pourquoi il ne suffit pas de séparer le cadre temps-argent de la fixité du setting classique dans l'expérience analytique, il faut encore cerner le lien du temps logique avec la logique du don dans le transfert tel que nous l'avons indiqué dans les 2 points antérieurs. L'argent même entre alors dans le circuit transférentiel de l'analyse non pas comme un équivalent général, réductible à la fonction du signifiant phallique, mais comme un objet plus de jouir qui vient à la place du non-rapport sexuel. Il y a ici un impossible à comptabiliser qui ne cesse de ne pas être payé, non pas comme signe d'une dette impossible à satisfaire mais comme signe d'une impossibilité logique. On trouve par ce versant dans l'analyse le lien de l'argent au réel. C'est aussi sur ce versant qu'on peut montrer qu'il n'y a aucune équivalence possible entre temps et argent. Non pas seulement que time is not money mais encore que money is not time.